Accueillir Jean-Louis et sa formation que nous connaissons tous de longue date et que nous apprécions, c'est qu'un ensemble de cette qualité puisse jouer dans une église n'est pas dénué de sens. Une église, c'est un lieu dans lequel on passe en quelque sorte du visible à l'invisible, et l'art est certainement aussi l'un des moyens, des canaux qui nous est donné pour passer du visible à l'invisible. Alors laissons-nous porter par cette musique du XVIIe, mais qui est intemporelle. Et je les remercie de tout cœur, et je vous remercie d'être venus assez nombreux. Je crois que nous avons beaucoup de chance, dans le petit village de la Chapelle, d'avoir une formation d'une telle qualité. Donc merci aussi à eux. Pour présenter ce programme, puisque je crois qu'il y a des têtes nouvelles, et donc voilà, on se met dans l'atmosphère à la cour de Louis XIV, donc au début du XVIIIe siècle, fin du XVIIe. Voilà, Louis XIV est très demandeur de tous les arts, tout simplement pour rayonner dans toute l'Europe. Voilà, donc il met à son service, il s'entoure d'artistes, mais des architectes, des jardiniers, des écrivains et bien sûr des musiciens. Et donc, il y en a un que vous allez entendre ce soir, Marin Marais, n'avait aucune chance d'arriver à la cour. Son grand-père est laboureur en Normandie, son père est cordonnier rue Mouffetard à Paris, mais heureusement, son oncle, Louis Marais, est un prêtre, et un prêtre réputé car il fait des très beaux discours, et il est employé à Saint-Germain-de-l'Auxerrois, qui est la paroisse des rois de France. Il va faire rentrer son neveu qui traîne un peu dans les rues, donc à l'âge de 11 ans, il fait entrer comme enfant de chœur. Voilà. Et quand on est enfant de chœur à cette époque-là, on est pensionnaire, on apprend le français, on apprend le latin, on apprend la philosophie, on apprend l'harmonie, on apprend à chanter surtout, et on apprend l'instrument. Et les professeurs de ces enfants sont tous des musiciens à la cour. Donc, oui, Marin Marais va être remarqué, et donc il va, dès qu'il va être bien formé, il va être présenté à Louis XIV, et il va faire toute sa carrière à la cour de Louis XIV, donc à Saint-Germain, à Versailles bien sûr, et au Palais Royal à Paris, où il fera les opéras dirigés par Lully. Toute sa carrière, donc Louis XIV est demandeur de beaucoup de musique pour qu'elle puisse être diffusée dans toute l'Europe, jusqu'en Russie où on parle français. Et donc il va écrire bien sûr de la musique de chambre, des opéras, mais surtout 584 pièces pour viol de gambe et basse continue. Donc c'est de là que nous avons tiré le programme de ce soir. Nous vous proposons un programme de campagne, c'est-à-dire que nous avons puisé dans ces 5 livres des pièces, des petites pièces.
la deuxième tableau, le village. Le villageois et le serpent. Ésope conte qu'un manant, charitable autant que peu sage, un jour d'hiver, se promenant à l'entour de son héritage, aperçut un serpent sur la neige étendue. Transi, gelé, perclus, immobile rendu, n'ayant pas à vie un quart d'heure. Le villageois le prend, l'emporte en sa demeure, et sans considérer quel sera le loyer d'une action de ce mérite, il l'étend le long du foyer, le réchauffe, le ressuscite. L'animal engourdi sent à peine le chaud que l'âme lui revient avec la colère. Il lève un peu la tête et puis siffle aussitôt. Puis fait un long repli, puis tâche à faire un saut contre son bienfaiteur, son sauveur et son père. « Ingrat, dit le manant, voilà donc mon salaire, tu mourras. » À ces mots pleins de juste courroux, il vous prend sa cognée, il vous tranche la bête, il fait 3 serpents de 2 coups, un tronçon, la queue et la tête. L'insecte sautillant cherche à se réunir, mais il ne put y parvenir. Il est bon d'être charitable, mais envers qui? C'est là le point. Quant aux ingrats, il n'en est point qui ne meurent enfin misérables. Musette.